commence cette dernière demi-journée par un échange. Alors, il va d'abord parler depuis la Suisse. C'est Maxime Felder qui est avec nous maintenant, qui est l'un des co-auteurs de La Suisse de Arbon à Zoug, qui est une réflexion qui nous a beaucoup interpellés, notamment qui résonne avec ce que toutes les précautions qu'on a prises ces 3 demi-journées avec le mot moyenne. Moyenne, médiane, intermédiaire, interstitielle. C'est un objet qui se sont donnés pour sujet d'étude à travers 12 monographies et puis des propos généraux qui ressemblent très fort aux réflexions qu'on a eues ces derniers jours. Et c'est le sens finalement de l'invitation qu'on lui a faite de nous présenter cette démarche globale et puis à nous d'en tirer éventuellement de la pensée par analogie avec les réflexions qu'on a eues sur nos villes moyennes françaises et notamment quelques réflexions qu'on a eues ce matin encore. Maxime, je vous laisse la parole parce qu'il paraît que quand on parle les uns et les autres, comme dans un dialogue, il y a de la friture sur les ondes, mais tout à l'heure, on se laissera 10 minutes de questions-réponses. Je vous laisse préparer vos questions pour Maxime à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Maxime Felder, je suis sociologue au laboratoire de sociologie urbaine de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et je représente effectivement ici 3 de mes collègues, Renate Albrecher, Vincent Kaufmann et Yves Pedradini, avec qui j'ai eu le plaisir de co-diriger cet ouvrage, donc La Suisse de Arbonne à Zoug, que je suis invité à vous présenter ici et je remercie d'ailleurs les organisatrices pour leur invitation. J'aurais évidemment préféré être avec vous à Libourne aujourd'hui. C'était malheureusement pas possible pour des raisons familiales, mais je suis très heureux d'être là virtuellement avec vous pour évoquer ce livre, La Suisse de Arbonne Azou. Est-ce que vous connaissez Arbonne? Bon, moi non plus. Moi non plus, je connaissais pas Arbonne. Je l'ai découvert à travers ce projet. C'est une ville de 15 000 habitants au bord du lac de Constance, au nord de la Suisse. Je connaissais Zoug, par contre. Enfin, je la connaissais comme beaucoup de Suisses, comme une petite ville charmante, tranquille, au bord d'un joli lac, hein, qui est surtout connue pour avoir une fiscalité très avantageuse, qui attire depuis longtemps des sociétés offshore, en particulier dans le négoce de matières premières. Mais est-ce qu'on peut résumer une ville, même une ville de 30 000 habitants, à un rôle économique, à un rôle fiscal qu'elle jouerait pour une économie ou pour un pays? Qu'est-ce que ça signifie de vivre à Zoug? Alors ça, c'est le genre de questions qu'on a l'habitude de se poser avec mes collègues au laboratoire de sociologie urbaine, mais malheureusement trop rarement à propos de villes comme Zoug avec ses 30 000 habitants. Et pour l'anecdote, il y a environ 4 ans, on avait soumis un projet de recherche sur les villes suisses et qui proposait une comparaison entre différents cas, dont Bienne, 60 000 habitants. Et le projet a été refusé pour différentes raisons, mais on nous a notamment demandé pourquoi Bienne. On a resoumis le projet l'année suivante en proposant cette fois-ci une comparaison entre Genève et Zurich, les 2 plus grandes villes de Suisse. Le projet a été accepté et, sauf erreur, personne ne nous a demandé pourquoi est-ce qu'on choisissait ces cas pour étudier les villes suisses. Et pourtant, c'est questionnant sur un plan scientifique de choisir les 2 plus grands cas pour parler de villes dont la Suisse compte plus de 150. Évidemment, ça reflète cette tendance, j'imagine que vous l'avez évoqué, quasi fondatrice dans les études urbaines, où on parle de la ville à partir des grandes métropoles, à commencer par Chicago et Berlin à la fin du 19e siècle. Alors aujourd'hui, les métropoles, elles restent le sujet phare des études urbaines, même si vous êtes certainement bien placé pour savoir que les autres villes sont aussi au cœur des préoccupations politiques et scientifiques. Alors ce qui nous perturbe un peu, et comme je l'ai compris dans l'introduction, vous aussi, c'est que ces autres villes soient présentées comme des villes autres, justement, comme des villes petites, moyennes, secondaires, intermédiaires, en gros, des cas qui demandent à être qualifiés, qui sont intéressants à ce titre de représentants des petites et moyennes villes, réduites parfois même au rôle qu'elles jouent dans un système urbain, dans un système économique. Alors d'une part, il nous semble, et je pense qu'on partage cette idée, qu'il serait temps de parler de ces villes, non pas comme des cas à part, mais comme des villes ordinaires finalement. Paris est une ville, Libourne est une ville, elles sont différentes à bien d'autres égards que simplement leur taille. Et d'autre part, cette perspective qu'on pourrait dire fonctionnaliste, qui viserait à dire à quoi sert Zoug, par exemple, quelle fonction joue cette ville, c'est une question certainement pertinente, mais elle ne permet pas de répondre à la question qu'est-ce que ça signifie de vivre à Zoug.
pour ses habitants, hein. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre, hein, de la volonté de parler de villes dont la recherche ne parle pas, parce qu'elles ont une taille en particulier, mais simplement parce qu'elles sont sous-représentées dans la recherche, et d'en parler du point de vue du vécu, point de vue de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on a choisi de ce titre et ce sous-titre, Portrait en 12 villes, qu'on ne qualifie pas a priori de petites ou de moyennes. Alors, de manière tout à fait arbitraire, on a commencé à définir l'objet par exclure les 9 plus grandes villes. Voilà, c'est celles qui font l'objet de l'Atlas statistique des villes, de l'Office fédéral de la statistique. Alors ça, c'est l'image que vous voyez, que vous avez sous les yeux, hein. Si vous vous demandiez quelles étaient les plus grandes villes de Suisse après Zurich et Genève, les voici. Donc, il y avait un côté de provocation dans l'idée de faire un livre qui prétend parler des villes suisses en général, mais qui parle d'aucune de ces 9. La deuxième étape, ça a été de se concentrer sur des villes qui sont leur propre centralité. Donc ça exclut un certain nombre de villes qui sont prises dans l'orbite immédiate d'une plus grande métropole, avec l'idée que la figure de ville, elle apparaît plus clairement probablement là où l'urbain se vit comme centralité, politiquement, administrativement, économiquement, symboliquement. C'est cette centralité-là qui les différencie d'autres formes urbaines, de cet urbain protéiforme dont on dit depuis Lefebvre qui s'est planétarisé. Et quand Lefebvre parle du droit à la ville, il parle bien de ce droit à la centralité urbaine. Donc on a cherché ensuite des collègues sociologues, géographes, anthropologues qui connaissaient une ville qui correspond à ces critères de l'intérieur, et on leur a demandé de nous en proposer un portrait dont ils assumeraient un côté subjectif. Et donc voici les 12 récits qu'on a retenus, que vous verrez sur une carte, et qui se situe en partie dans la Suisse germanophone pour Schaffhouse, Arbonne, Zug, Thun, Coire et Bienne. La Suisse francophone pour Martigny, Sierre, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bienne aussi, qui est bilingue. Et enfin, la Suisse italophone pour Bellinzone et Chiasso. On voit aussi que ces 12 villes ne sont jamais loin d'une frontière, une frontière linguistique, hein, même si on ne les voit pas sur la carte, et frontières nationales avec des villes frontières comme Chiasso ou Schaffhouse. Alors ici, ces langues partagées avec les pays voisins, à la fois les intègrent dans une région plus large et en font des points de passage, mais elles les distinguent aussi, hein, puisqu'on y parle en fait des dialectes allemands et italiens qui ont aussi une forte dimension identitaire. Au niveau de la topographie aussi, vous voyez sur la carte au sud et à l'est des villes alpines, des villes de vallée, au nord-ouest les villes du plateau, du Jura, et ça joue aussi un rôle important dans la manière dont elles sont vécues, dans la manière dont elles sont connectées à leur région et aux autres villes. Et à cet égard, la construction de tunnels sous les Alpes, hein, qui est un projet qui est toujours en cours, hein, a par exemple changé profondément la donne pour les villes de Suisse italienne. Alors, je vais m'arrêter maintenant sur 4 points transversaux qui ressortent de ce parcours à travers la Suisse. Et le premier, ça va être Neuchâtel. Alors, ces villes, elles nous ont été racontées par des autrices et auteurs comme des cas singuliers, atypiques, comme des villes extraordinaires, ce qu'elles sont certainement. Et pourtant, elles racontent aussi toutes quelque chose de la Suisse, et notamment sa politique d'aménagement du territoire. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les urbanistes ont développé cette idée de décentralisation concentrée, qui est une notion qui a ensuite guidé la politique fédérale d'aménagement du territoire à partir des années 1970 ou 1970, on dirait. L'idée, c'était de concentrer l'urbanisation pour éviter de miter, comme on dit, un territoire déjà exigu, hein. Ça, c'est une hantise ancienne, hein, que la Suisse qu'on imagine rurale et montagnarde s'urbanise trop, tout en favorisant un développement décentralisé, fédéralisme oblige. Et c'est de cette manière que Neuchâtel a obtenu l'Office fédéral de la statistique, dont vous voyez tout à l'heure sur la photo la tour au milieu. Mais cette politique, elle concerne toutes sortes d'institutions, hein. On peut penser aux tribunaux. Le tribunal pénal fédéral a été attribué à Bellinzone, le tribunal administratif, il est à Saint-Gall, et puis la plus haute instance du tribunal fédéral est à Lausanne. Alors avec ces institutions, les villes, elles gagnent des emplois, évidemment, mais elles gagnent aussi une attention, une influence relative à l'échelle du pays. Mais quand on a lu les contributions de nos autrices et auteurs, on a aussi compris que la question ne se résumait pas à avoir ou non telle institution, telle infrastructure. Et pour le comprendre, on va faire un deuxième arrêt à Bellinzone, c'est une ville
un peu plus de 40 000 habitants dans la partie italophone, le canton du Tessin. Alors, ces institutions, elles ont justement pas simplement été distribuées depuis Berne, elles ont aussi fait l'objet de débats et de luttes pour les obtenir, mais aussi pour les garder. Et ce qu'on voit sur cette photo, c'est une grève des ouvriers des ateliers ferroviaires de Bellinzone. C'est une grève qui a duré 33 jours en 2008. Depuis la fin du 19e siècle, il y avait des ateliers ferroviaires qui étaient un important employeur dans un canton qui est resté pauvre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et en 2008, la direction des chemins de fer fédéraux a annoncé la suppression de 126 emplois, qui a débouché sur une grève. Alors cette grève, elle n'a pas sauvé les ateliers, mais elle a contribué à la mémoire collective. Elle a permis à la population de Bellinzone de parler en nous, de se défendre. Et on a d'autres exemples dans d'autres chapitres, par exemple à La Chaux-de-Fonds, qui a dû défendre son hôpital contre un projet de centralisation dans la capitale cantonale. Alors ces épisodes, ils font les villes, mais ils ne le font pas uniquement en unissant une population face à un adversaire extérieur, face à Berne, la capitale, par exemple. Ils les font aussi en révélant des tensions, des divisions internes, en provoquant des débats, des remises en question. C'est probablement à ces occasions que se met en mots et puis qu'on se met en discussion ce qui ferait la singularité de cette ville. Et c'est ensuite la trace et la mémoire de ces disputes qui vient s'inscrire dans la mémoire collective et qui joue un rôle dans la formation, le maintien d'une identité locale. Un autre de ces mécanismes qu'on a identifié, c'est l'événement ou le rituel. Et on va faire un troisième arrêt à La Chaux-de-Fonds, justement, une ville historiquement ouvrière, un peu moins de 40 000 habitants, à 1000 mètres d'altitude dans la chaîne du Jura. Donc vous savez sans doute qu'un des éléments importants de ce tropisme des métropoles que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée de l'urbanité comme intensité rythmique, la vraie ville qui ne dort jamais. Et nos autrices et auteurs ont évoqué dans leur chapitre des rythmes de vie moins intenses, probablement, que ce qu'ils auraient connu dans des métropoles, peut-être moins stimulants aussi, mais ils décrivent aussi d'autres formes d'intensité rythmique que celle du tumulte quotidien. Ce que vous voyez ici sur l'image, c'est un festival d'art de rue qui s'appelle la Plage des Six Pompes, qui mobilise chaque année les milieux culturels, bien sûr, mais aussi une grande partie des services municipaux, des secteurs de l'économie locale, une partie de la population qui travaille comme bénévole et qui met un pied de cette manière dans les affaires municipales. Alors, à l'échelle d'une ville de cette taille, un événement comme ça paraît immanquable et prend une dimension quasi identitaire. Et ces événements, ils ne sont pas seulement vécus, ils sont aussi, eux aussi, l'objet de controverses, ils sont aussi défendus contre des coupes budgétaires. Et donc, il ne s'agit pas seulement de la survie d'un événement, mais aussi de l'image d'une ville. Et les autorités, alors, l'entendent pas toujours de cette oreille. Et dans certains chapitres, voilà, on a des cas de villes qui ont souffert de la perte d'un festival important. Alors, vous me direz peut-être que les métropoles aussi accueillent des grands événements. On a tous en tête un exemple. Mais je pense que ça ne les transforme pas de la même manière. Ça ne fait pas forcément rituel de la même manière et l'événement n'est pas aussi central pour son statut et son image. Si Paris n'avait pas obtenu les JO, ça n'aurait menacé en rien son statut. On va faire un dernier arrêt qui n'est pas sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à Fribourg, c'est ma ville natale, dont je dis quelques mots dans le livre. Alors, je ne suis pas un féru de sport, mais ayant été un jeune garçon dans la ville de Fribourg dans les années 90, je me suis intéressé au hockey sur glace presque par la force des choses. Dans ces années, le club de Fribourg avait réussi à engager 2 joueurs russes qui formaient une paire redoutable à Moscou. Et à l'époque, un célèbre joueur canadien avait expliqué aux journalistes, encore dubitatifs, que c'était un peu comme si le FC Fribourg, le club de foot, avait engagé Maradona. Ça peut paraître un peu exagéré, mais l'effet a été immédiat et Fribourg a effectivement dominé le classement pendant plusieurs années, sans malheureusement qu'il ne gagne jamais le titre. Voilà, aujourd'hui, on est plus de 30 ans plus tard, mais ce duo Bykov-Komutov fait partie de la mythologie locale. Ça peut paraître étrange, mais le club voilà, fait toujours rêver. Les supporters espèrent toujours que la prochaine saison sera la bonne, moi aussi, tout en sachant bien que le budget de l'équipe ne rivalise pas avec les équipes de Zurich et de Berne, capitale, et qu'on peut peut-être déjà se contenter de jouer avec l'élite et d'affronter ces clubs. Et quand on a commencé ce projet de livre, je me suis demandé pourquoi j'avais jamais remis en question le statut de cette ville de Fribourg. 40 000 habitants tout au plus,
Et plus tard, quand je suis allé étudier à Genève, j'ai découvert que certains se plaisaient à présenter Fribourg comme la campagne. C'est en tout cas un canton rural. Et je pense que le rôle de l'équipe de hockey avait joué un rôle important dans la représentation que je m'en faisais, hein. Quand j'étais enfant, Fribourg jouait justement contre Zurich et Genève, ce qui n'était pas le cas pour non, contre Zurich et Berne, ce qui n'était pas le cas pour Genève et Lausanne, par exemple, qui étaient des plus grandes villes. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire à partir de cette petite anecdote, c'est que plus la ville est petite, paradoxalement, et plus il semble possible qu'il s'y passe quelque chose d'exceptionnel, ou quelque chose qui soit vécu comme exceptionnel. Par comparaison, il en faut vraiment beaucoup pour qu'une métropole vive quelque chose d'exceptionnel. Alors un succès d'un club, par exemple, est d'autant plus apprécié que l'attitude générale est modeste, que les ambitions sont limitées. On apprécie le succès parce qu'on sait qu'il ne durera pas. On espère le titre en sachant qu'il est peu probable qu'il arrive. Donc après tout, cette identité, elle se crée aussi sur cette modestie, en opposition avec la supposée arrogance des grandes métropoles. Alors en somme, c'est cette ambiguïté qui ressort de ces portraits de villes. Des villes qui se questionnent sur leur statut, sur ce qui les rend uniques, sur ce qu'elles veulent être. Tantôt, elles se voient comme un grand village, lieu d'interconnaissance, de rythme apaisé, et tantôt, elles s'imaginent une petite grande ville qui vibre aussi et qui offre l'anonymat, l'altérité. Et je pense que reconnaître cette ambiguïté fondamentale, ça nous permet d'éviter deux écueils, hein. Le premier, ce serait de chercher à résoudre ces tensions en figeant un compromis idéal, la ville moyenne, hein. Ni trop grande, ni trop petite, ce serait la ville où il fait bon vivre. Il n'y aura jamais de compromis stable, probablement, qui conviendra à tout le monde. Le deuxième écueil que je vois, c'est de voir ces tensions et ces ambiguïtés comme le symptôme d'une quasi-ville qui ne sait pas ce qu'elle se veut. On décrira dans ses manques, dans ses déficits par rapport aux métropoles. Une ville qui ne serait pas complètement urbaine ou pas assez. Alors, si vous prend l'envie de parcourir le livre, vous verrez qu'on navigue parfois proche, hein, de l'un ou l'autre de ces écueils, mais que les autrices et auteurs ont quand même réussi à montrer qu'il y avait diverses manières d'être une ville et que la ville est un projet toujours en train de se faire. On termine la conclusion par cette question rhétorique qui figure dans le petit livret qui vous a été distribué, je crois. Et si l'avenir de la Suisse, c'était Arbonne, Bellinzone, Thun ou Zug? Alors l'idée de cette question, c'est pas qu'au-delà d'une certaine taille, les villes n'auraient plus d'avenir, hein. L'idée, c'est que l'avenir d'un pays ou l'avenir des villes en général même, hein, peut difficilement se jouer dans une poignée de métropoles quand à côté on a des dizaines ou des centaines, selon le pays, de villes de toute taille, de toute configuration, qui expérimentent différentes manières d'être une ville. Et je suis convaincu que ces deux journées vous ont donné de multiples exemples. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis d'entendre vos réactions, vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Maxime. Ce que je trouve assez nouveau dans votre approche, c'est de lier d'emblée la ville, son destin et le récit qu'on en fait. Et est-ce que ça, c'était le guide de votre démarche au départ? Parce que, évidemment, tourner en développement territorial, ça s'appelle du marketing territorial. Vous l'approchez comme des sociologues, c'est-à-dire aussi avec beaucoup de précautions et des précautions de scientifiques, d'universitaires. Est-ce qu'une ville, c'est pas la somme des récits qu'elle sait faire d'elle-même à un certain moment? Et est-ce que finalement son avenir n'est pas lié à ça aussi, à sa capacité à savoir raconter à la fois ce qu'elle est immédiatement? Je dis ça d'autant plus tranquillement qu'à Libourne, on nous a présenté hier Libourne 2030, qui est exactement cet exercice qui consistait à savoir faire un diagnostic, qu'est-ce qu'on dit de soi-même, et puis à se projeter ensemble, alors en 2030, en l'occurrence dans 5-6 ans. Alors, ça me semble une très bonne définition, effectivement, une ville comme la somme des récits qu'on en fait. Et ça se rapproche du projet du marketing. Alors, en sociologie, ça pourrait prendre des connotations peut-être négatives si on réduit ce récit à quelque chose qui a été travaillé dans un bureau par des experts. Et les récits qu'on a cherché à mettre en lumière ici, c'est ceux de profanes. Alors, pas tout à fait
dans le sens où les gens qu'on a mobilisés comme pour écrire ces textes, ce sont des spécialistes de la ville qui travaillent, voilà, qui sont passés par des métropoles et donc qui ont un regard qui est orienté par leur formation universitaire et par leur parcours professionnel. Mais voilà, ils ont essayé de se montrer sensibles à quel avait été leur récit avant même qu'ils prennent ce parcours pour celles qui parlent d'une ville dans laquelle ils ont grandi, et puis quels étaient les différents récits. Alors, l'autre chose probablement qu'il faut tenir en vis-à-vis, c'est la multiplicité de ces récits et le fait qu'ils ne sont pas forcément en cohérence les uns avec les autres, hein. Donc ça, c'est peut-être aussi un risque associé à une approche qui serait plus marketing, l'idée de réduire, l'idée de forcer une forme de cohérence, là où il n'y en a pas forcément en fait. Ces récits sont toujours multiples et ils se stabilisent à des moments. Probablement que les moments de crise, les moments de mobilisation, c'est des moments de stabilisation aussi du récit, mais c'est toujours temporaire. Est-ce que quand vous avez construit cette démarche, j'allais dire, dans l'introduction, il y a aussi beaucoup l'expression de cette déception que les grandes villes focalisent toujours les questionnements urbains et que les villes que vous avez choisies, vous, n'aient pas fait l'objet d'attention plus tôt. Est-ce que dans la littérature universitaire, que j'imagine vous consultez aussi, vous sentez cette même différence entre le traitement qu'on accorde aux grandes métropoles et aux villes, disons, de moins grande taille et donc plus petites ou voilà, plus spécifiques, j'ose plus dire moyenne, médiane, intermédiaire, ordinaire. Oui, alors la littérature en Suisse, elle est émergente se questionne, elle commence à se questionner sur ce type de ville. En France, voilà, comme vous le savez, et ailleurs, c'est une littérature qui est déjà bien établie. Euh, et il y a un paradoxe quand même assez important, c'est que dans cette littérature, un résultat qui revient souvent, ou une mise en garde, c'est justement l'extrême diversité de ces cas, liés aux contextes différents, mais aussi même liés aux tailles, en réalité, des définitions différentes. Et même même si on s'accordait sur une définition, entre une ville de 50 000 habitants et une ville de 200 000 habitants, il y a des différences, significatives qui dépassent peut-être celles entre une ville de 200 000 et 500 000, etc. Donc, il y a ce questionnement, à la fois, il y a ces notions de ville petite et moyenne qui servent à définir les contours d'un nouveau sous-champ de la discipline, et elles se questionnent elles-mêmes. Alors voilà, c'est aussi le propre des sciences sociales de se questionner elles-mêmes, de remettre en question leur légitimité, leur découpage en termes d'objets et en termes disciplinaires. Mais voilà, on espère que ces villes vont faire l'objet de davantage d'attention, et on espère que cette attention, elle prendra place dans les questionnements généraux des études urbaines ou de la sociologie urbaine, et non pas à part. Et donc pour finir, comme j'étais un peu chauvine, je vous ai demandé une comparaison avec la France, mais bien évidemment sur la carte de la Suisse, on a vu aussi que peut-être les villes que vous avez choisies, et donc ces villes de taille intermédiaire tournées plus vers l'Allemagne ou plus vers l'Italie, prennent aussi de modèles qui sont plus italiens pour le sud ou plus allemands pour le nord. Est-ce que ça, vous l'avez mesuré, ou est-ce que finalement les villes suisses ont plus de ressemblances entre elles qu'avec leur identité plutôt germanique vers le nord ou plutôt italienne vers le sud? Ça, c'est une question difficile. Euh, je ne connais pas suffisamment les villes de taille équivalente dans l'Allemagne proche et le nord de l'Italie, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose presque d'absurde en fait d'avoir choisi ces cartes de la Suisse. Alors elles figurent, hein, dans le livre au début de chaque chapitre pour qu'on situe ces villes, mais effectivement la carte pertinente pour Chiasso, elle doit forcément inclure Milan. Hein. C'est Milan la grande ville la plus proche, c'est pas Zurich, hein.
Et donc voilà, il y a quelque chose d'artificiel hein, à couper de cette manière. Maintenant, est-ce que ça en fait des villes plus proches d'un modèle italien ou d'un modèle allemand? Ça, je pourrais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elles représentent tout un modèle européen de la ville européenne qui est ancré dans l'histoire dès la fin du Moyen Âge. Cet exposé suisse a cloué le bec à tout le monde. Non, il est surtout très inspirant et je crois qu'il résonne beaucoup avec les réflexions qu'on a eues au cours de ces journées. Donc je vous remercie encore beaucoup. Merci à vous.